Elle est la Jeannette de Marius et Jeannette, la Marie-Jo de Marie-Jo et ses deux amours. On l'a vue sur scène récemment être Mathilde aux côtés de Pierre Arditi. Elle est également la muse de son réalisateur de mari, Robert Guédiguian. Mais avant tout, elle est, une actrice épanouie dont l'engagement et la sincérité ont conquis notre cœur. Alors je vous propose cette semaine de suivre le fil d'Ariane Ascaride. Bonjour. Bonjour. Être acteur, c'est jouer. Jouer, c'est ce que font les enfants. Est-ce qu'être acteur, c'est donc essayer de redevenir enfant? Peut-être pas redevenir enfant, mais essayer de ne pas perdre quelque chose qu'on a dans l'enfance, qui est cette facilité de pouvoir croire. Quand on décide, par exemple, d'être homme-grenouille, eh ben, on joue qu'on est un homme-grenouille. Et pendant le temps où on joue à être un homme-grenouille, on est vraiment un homme-grenouille. Et un acteur, je crois que c'est ça qu'il ne faut pas qu'il perde. Et les enfants ont ça pratiquement naturellement. Si on regarde des enfants jouer, ils se disent, bon alors toi à ce moment-là tu ferais ça, puis moi je ferais ça, et puis ils le font, et puis c'est crédible, et puis on y croit si on les regarde, et eux ils y croient profondément. Moi j'essaye de faire ça, c'est-à-dire de ne pas perdre ça, de retrouver, enfin oui, de renouer le fil, vous parliez de fil tout à l'heure, de renouer le fil avec ça et surtout de ne pas le casser. Alors, vous savez d'autant mieux de quoi vous parlez que vous avez commencé finalement le théâtre très tôt. C'était à 7 ans. Vous avez joué avec votre papa, qui était un acteur, un comédien amateur, dans une pièce qui s'appelait L'Ange et la souris. Oh oui. Alors, vous faisiez la souris et votre papa faisait l'ange. Oui. D'ailleurs, c'était l'histoire d'Abraham et Isaac, en fait. Tout ça, ah oui. C'est au moment où Abraham doit donner son fils en sacrifice. Et finalement, bon, hop, il ne tue pas son fils. Et c'était toute la pièce, c'était avant que Dieu dise, bon, bah, ça va, tu n'auras pas à donner ton fils en sacrifice. Et je jouais un petit garçon. Et c'était très simple pour moi de faire ça. Mais très, très simple. Évident. Bah oui, ça ne me demandait aucun effort. Et en fait, j'ai eu un prix parce que c'était dans le cadre d'un concours national du théâtre amateur, puisque mon père faisait du théâtre amateur. Et j'ai eu le prix d'interprétation et je n'ai pas compris pourquoi j'avais ce prix-là. À 7 ans. Mais et là, je crois que, je ne sais pas qui vous a donné cette information, mais c'est un peu plus tard. J'en avais 10. Ah, j'en avais 10. Mais je ne comprenais pas pourquoi on me donnait un prix. Parce que pour moi, c'était tellement facile. Et j'ai été très contente d'aller chercher mon prix. Mais enfin, il y avait un problème, c'est qu'il fallait que je rejoue. Puisque toutes les pièces où il y avait eu un prix devaient rejouer. Je n'avais absolument pas envie de rejouer. Donc, ça a été formidable parce que je me suis fait payer une collection de timbres, une robe, enfin des tas de trucs par mon père pour que j'accepte de rejouer. Alors, c'est le premier homme qui a compté sur un terme, si on prend juste en termes de carrière théâtrale, etc. Il y a eu ensuite votre mari, que j'ai déjà cité, que vous avez rencontré tôt, vous êtes mariée à 19 ans, Robert Guédiguian, qui vous met dans tous ses films aussi. C'est important, ça, d'être la muse d'un homme aussi tel que lui. Oui, mais je me considère pas comme sa muse, je me considère plutôt comme sa complice. En fait, si vous voulez, on a fini de grandir ensemble et pour l'instant, on continue de vivre ensemble et peut-être on va vieillir ensemble, enfin je l'espère vraiment, sincèrement. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer ce garçon-là parce que il y avait comme ça une évidence sur le regard qu'on pouvait avoir sur le monde, dans le regard qu'on pouvait avoir sur le monde. Et un jour, moi, je voulais déjà être comédienne quand j'ai rencontré Robert. Et puis, je suis rentrée au Conservatoire de Paris. Et après, Robert a décidé de faire un film, alors qu'au départ, je pense qu'il n'avait pas du tout... Enfin, je pense pas, je le sais, il n'avait pas obligatoirement envie de faire du cinéma, il n'avait pas du tout envie d'être un artiste. Oui, parce que vous vous êtes rencontrés en fac de sociologie. Voilà, en fac de sociologie. Et voilà, et puis quand un jour il m'a dit j'ai envie de faire un film, et ben voilà, on est parti là-dessus, sans se dire qu'on vivrait cette aventure qu'on vit depuis 20 ans. Donc ça vraiment, on ne savait pas du tout que ça se passerait comme ça. Alors, un troisième homme qui a compté, c'est quelqu'un que vous avez choisi. Parce que quand vous êtes entré au conservatoire, c'était un peu la révolution dans cette maison. Les élèves pouvaient choisir leur professeur. Et vous choisissez Marcel Bluval. Vous n'étiez pas la seule. Il y avait avec vous Catherine Fro, Jean-Hugues Anglade, Jean-Pierre Daroussin, avec qui on vous voit encore tourner, évidemment, qui ont été vos camarades de promotion. Qu'est-ce qui vous a apporté, cet homme-là? Donc, je parle de M. Bluval. C'est une histoire que j'aime beaucoup raconter.
quand j'étais môme, chez moi, il n'y avait pas la télévision. Et j'allais voir la télévision chez ma voisine. Et un jour, chez ma voisine, je vois un monsieur qui parlait d'un livre. Ce monsieur, il avait une casquette de marinier sur la tête et il avait une manière de parler qui n'était pas, si vous voulez, dans le formatage, comme comment les gens parlaient à la télévision. Et tout ce qu'il disait, je comprenais. Il avait écrit un livre qui s'appelait Un aller. Et j'ai dit, je connaîtrais ce monsieur. Et ce monsieur s'appelait Marcel Buval. Quand plus tard, j'ai su que Marcel Buval était rentré comme professeur au conservatoire, j'ai passé le concours du conservatoire pour rencontrer Marcel Buval. Et je suis entrée au conservatoire. Et là, j'ai dit, je veux aller dans la classe de Marcel Buval. Et je suis devenue très amie avec Marcel Buval. C'est un peu, si vous voulez, mon deuxième papa. Alors, je vous ai demandé de choisir un texte. Selon le thème choisi dans le texte, il intervient à différents moments de l'émission. Or là, c'est un texte sur les acteurs de Laurent Terzieff. Donc, voilà, c'est un texte que Laurent Terzieff, un jour, a dit à une soirée des Molières. Et c'est un texte qui me semble très important. Il parle des acteurs de théâtre, je précise, hein, parce que c'est important. On vous écoute, Ariane. Je voudrais juste dire quelques mots sur ce que représente pour moi, à notre époque, l'acteur de théâtre. L'acteur de théâtre est un acteur non enregistré. L'acteur de théâtre se remet en question tous les soirs. Il provoque de la part du public un consensus différent chaque soir sur le sens de la pièce et la valeur de son travail, parce que l'acteur de théâtre n'est pas le même acteur d'un soir sur l'autre et que le public non plus n'est pas le même. Je ne pense pas qu'il existe de méthode universelle pour jouer la comédie, et l'acteur de théâtre se doit d'inventer une méthode nouvelle pour chaque rôle. Ça c'est une fille du Sud. Il peut avoir des principes, voire une éthique. Il ne dépend que d'une seule loi, convaincre. Et il ne dispose d'aucun support technologique pour cela. Il doit pouvoir se glisser entre l'inconscient de l'auteur et le filtre de son écriture. Il doit pouvoir mener sa propre enquête sur ce qui a dû se passer entre l'inspiration souvent mystérieuse de cet auteur et la mise en mots de son texte, être l'artisan incarné de cette alchimie. Contrairement à ce qu'on demande souvent au cinéma, il n'est pas le photographe de la vie, il la transcende. Il en est la caisse de résonance. Dans une époque informatisée au paroxysme où le consommateur d'images s'apparente de plus en plus à une foule solitaire, où les maîtres de la technologie n'ont jamais autant parlé de communication, je crois que le théâtre est une des dernières expériences qui soit encore proposée à l'homme pour être vécue collectivement. Et l'acteur de théâtre est le magicien de cette expérience. Laurent Terzieff. Et je dois vous dire que quand j'ai entendu Laurent Terzieff dire ça, je me suis dit, bon, j'ai toujours eu énormément d'admiration pour Laurent Terzieff, parce que c'est un immense acteur, et c'est vraiment un homme de théâtre. Il n'y en a plus beaucoup maintenant. Mais pour moi, Laurent Terzieff, c'est un peu, vous savez, une incarnation du théâtre. Et je me suis dit, j'étais toute seule quand j'ai entendu ça, je me suis dit, voilà, c'est ce que j'aurais aimé pouvoir dire sur le travail de l'acteur de théâtre. Et effectivement, je pense que ce texte a été assez fort parce qu'il a été, je crois, le lendemain, dans un journal, reproduit comme ça. Je l'ai découpé et je l'ai toujours avec moi. Et au fur et à mesure, je rencontre des gens dans le métier, et des fois, dans les conversations, ça vient. Tout le monde se rappelle de ce moment-là. Tous les acteurs se rappellent de ce moment-là, de ce qu'a dit Laurent Terzieff. Et il m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, de rencontrer des actrices qui avaient entendu parler de ça, mais qui ne connaissaient pas le texte. Alors maintenant, je l'envoie par email. Et les gens sont très contents de l'avoir. Et je crois que Laurent Terzieff ne s'est pas vraiment rendu compte ce soir-là qu'il disait quand même un texte complètement fondamental sur notre travail. Enfin, j'espère qu'il s'en est rendu compte, peut-être aussi, parce qu'il est très intelligent quand même. Mais peut-être que la force que ça avait, il n'a peut-être pas mesuré, je dirais, voilà. Et bon, on lui donne une nouvelle résonance grâce à vous. Aujourd'hui, merci beaucoup, Ariane Ascaride. Avec un papa passionné de théâtre et comédien amateur, avec une maman comptable dans une agence de cinéma et avec
Deux frères aînés, Pierre et Gilles, très tournés eux aussi vers la scène, au point que Pierre est aujourd'hui directeur d'un théâtre à Malakoff. On ne voit pas comment elle aurait pu échapper au virus familial. Ariane, je ne serais pas étonnée si vous me disiez que votre maman a accouché de vous sur une scène de théâtre. Ben, pas du tout. Hein. Ah bah. Non, non, pas du tout. En fait, ma maman, je crois que ma maman, c'est celle qui avait le plus les pieds dans la réalité et qui nous a permis de à peu près marcher droit, parce qu'on était quand même tous les enfants de Peter Pan. Mon père, il était à 10 mètres au-dessus du sol. Je crois que c'est ma mère qui nous a quand même un peu cadrés. Hein. Comment vous décririez l'enfant que vous étiez? Je crois que j'étais une gentille fille. J'étais gentille. Un peu solitaire, mais je ne m'en suis jamais plainte, simplement parce que j'arrivais beaucoup plus tard. Mes deux frères étaient plus grands, donc c'était plus difficile. Et même par rapport à mes cousins ou tout ça, j'étais toujours la dernière. Donc il y avait un petit peu quelque chose comme ça. J'étais un peu garçon manqué. Et je me racontais des histoires tout le temps. Mais ça, j'ai pas arrêté. Et très vive aussi. Oui, oui, Avec oui, un c'est vrai. fort tempérament quand même. Oui, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, mais je pense que je l'ai beaucoup hérité de ma mère, qui a une énergie absolument démoniaque. Vous dites que vous étiez un petit peu solitaire. Vous pensez que ça joue justement cette solitude de petite dernière en fait? C'est un peu ça, parce que vos frères, vous les avez surtout rencontrés plus tard. Oui, absolument. Cette solitude de petite dernière, ça joue dans le désir d'être acteur, parce que quand on est acteur, on est aussi regardé, on est... Oui, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. Oui, je pense que c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est vrai que j'avais besoin d'exister, si vous voulez. D'abord parce que moi, j'étais dans une famille un peu folle, mais avec un père qui était vraiment un personnage de... Mon père est un personnage de fiction. C'est pour ça que c'était difficile de vivre avec lui, parce que la réalité, pour lui, était très compliquée à gérer. Et donc, en même temps, il m'a appris une chose, c'est l'imagination. Donc, effectivement, je m'imaginais toujours des vies. Le fait d'être seule me permettait comme ça de m'imaginer des vies diverses et variées. Et je crois que du coup, je me disais, bon, bah là, si je fais ça, je vais être quelqu'un, quoi. Et de fil en aiguille, oui, je crois que c'était comme ça que je suis devenue comédienne. Il y a quelque chose qui a à voir avec ça. Comme ça, on vit plusieurs vies quand on est comédienne. De toute façon, ça, c'était indispensable. Voilà. Je ne voulais pas vivre qu'une vie. Et je croyais qu'en étant comédienne, je vivrais plusieurs vies. Or, c'est pas vrai. J'ai une vie à l'intérieur de laquelle je raconte des histoires aux autres. Alors, ce que vous ne dites pas, c'est que vous étiez très sportive. Vous faisiez de la compétition de natation pour peut-être canaliser un peu cette énergie aussi. Oui, c'est vrai. Je faisais de la compétition de natation. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé l'eau, j'ai toujours aimé nager. Et je faisais de la compétition de natation en brasse coulée. Je n'étais pas une crawleuse, je faisais de la brasse coulée. Et de temps en temps, mon père venait me voir nager. Il était très fier. Est-ce que ça vous arrive de vous revoir enfant tel que vous étiez? Enfin, je ne sais pas quel est le premier souvenir qui vous vient quand vous y pensez comme ça. Vous savez, le premier souvenir qui me vient quand je pense à quand j'étais enfant, c'est le jour de Pâques. Parce que le jour de Pâques, je changeais de vêtements. Je mettais les vêtements du printemps. Je mettais une jupe plissée blanche, avec des chaussettes blanches et des chaussures blanches. Les chaussures blanches, c'était la marque du printemps. C'est ça mon premier souvenir quand je pense à mon enfance. À comment je peux être quand je suis petite. C'est les tresses, mes chaussettes blanches, mes chaussures blanches et ma jupe plissée blanche. On a déjà dit que vous étiez mariée assez jeune, quand même à 19 ans. C'est à ce moment-là que l'enfance s'envole? Ou est-ce qu'elle s'était envolée avant? Elle ne s'est jamais envolée. C'est bon. C'est plutôt ça. Je crois que c'est vrai que d'un certain côté, j'étais très mature quand j'étais môme sur certaines choses. Et maintenant, je suis toujours... c'est vrai que j'ai gardé quelque chose en moi un peu enfantin, mais je ne le fais pas exprès. Ce n'est pas quelque chose que je cultive. Hein. C'est comme ça et il arrive que mes filles, à moi, me demandent de rester tranquille. Vous étiez très mature sur quoi? Vous dites sur certaines choses? Parce que moi, on m'a dit que vous intéressiez beaucoup déjà à tout ce qui était actualité, à tout ce qui était... vous étiez quand même déjà très ouverte pour une enfant. Alors qu'un enfant est un peu centré sur son petit monde. Oui, mais comme j'étais beaucoup avec des gens plus âgés que moi dans ma famille,
voyez? Donc j'avais comme ça, j'entendais dans ma famille parler effectivement du monde, comment le monde tournait, il y avait toujours des choses qui se racontaient. Donc j'écoutais et c'est vrai que j'ai toujours eu, il y avait ça, il y avait ce rapport aux autres. Voilà, j'ai toujours eu un rapport aux autres. Ça m'a toujours intéressée de regarder les autres. Et vos filles, justement, vous les avez évoquées. Donc, on a Valentine, Oui. qui a 21 ans, Voilà. on a Madeleine, qui en a 15. Qu'est-ce que vous avez essayé de leur transmettre? Parce que vous, votre papa, vous dites, vous a transmis l'imagination, votre maman, plutôt l'énergie. Et vous, qu'est-ce que vous leur avez transmis ou essayé de leur transmettre à ces deux jeunes filles? L'autre, le respect de l'autre. Je crois que c'est ça que j'ai essayé de leur transmettre. De ne jamais juger trop vite. De toujours laisser une deuxième chance. Et vous avez une odeur d'enfance particulière? Ah oui, j'ai une odeur d'enfance. C'est l'odeur de la boîte de maquillage de mon père. Mon père, quand il faisait du théâtre amateur, il avait une grande boîte de maquillage avec des cosmétiques qui n'existent plus maintenant d'ailleurs, qui sentaient très très bon. Or, on n'avait absolument pas le droit de toucher cette boîte de maquillage. Et moi, quand je rentrais de l'école, j'allais dans le placard, j'ouvrais juste le couvercle de la boîte de maquillage et je respirais. Et pour moi, le théâtre, c'est avant tout une odeur. C'est celle-là. L'histoire spirituelle de la famille est un peu compliquée. Alors, maman était catholique, papa était athée. Or, maman voulait que ses trois enfants aient une éducation religieuse, ce à quoi papa a cédé en les envoyant non pas à l'église, mais au temple. Baptême protestant, communion protestante et scoutisme protestant aussi. Alors, Ariane Ascaride, moi, je serais curieuse de savoir comment, enfant, vous avez géré un peu l'athéisme du papa, le catholicisme de la maman, et tout ça dans une sphère protestante. Et bien voilà, ça je trouve que c'est l'image parfaite de ma famille. C'est-à-dire que c'est l'anarchie la plus totale. C'est n'importe quoi. En fait, je ne l'ai pas géré du tout. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Donc, je me suis retrouvée à 5 ans sur les bancs de l'école du dimanche, puisque ça s'appelle comme ça, chez les protestants. Et puis après, je suis allée chez les scouts protestants. Mais en fait, je crois que mon père voulait qu'on aille chez les scouts pour que ça nous dégourdisse. Et mon père était, je suis désolée de le dire, mais il n'aimait pas les curés. Il y avait un truc avec les curés, il n'aimait pas les curés. Donc, il avait des amis suisses qui étaient protestants. Voilà comment nous nous sommes retrouvés chez les protestants, mes frères et moi. Vous auriez tout aussi bien pu vous retrouver chez des scouts musulmans si vos amis Absolument. avaient été musulmans. D'accord. Non, non, vraiment, je crois que c'était... vraiment. Et au fond... alors après, moi, je comparais les histoires qu'on me racontait à l'école du dimanche. J'avais mes copines à l'école qui étaient au catéchisme catholique, et donc on comparait. Et je me disais, ben, enfin, c'est les mêmes histoires, quoi. Ça raconte pareil. Il y avait qu'un truc, c'était la Vierge Marie. Ah bah oui. Voilà. Alors la Vierge Gros point Marie, de dissension entre les protestants et les catholiques. Il y avait une dissension sur la Vierge Marie, où moi, on m'avait appris que la Vierge Marie n'était pas si sainte que ça. Et mes copines disaient, mais non, mais je t'assure, elle est sainte. Ah bon, alors voilà. Mais c'est sinon, bon, évidemment, maintenant, je n'ai plus de religion. Je ne suis pas croyante. Pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que je crois, au fond, je crois que je n'ai plus cru en ceux qui me parlaient de ça. Parce que je trouve que, il faut quand même bien le dire, la Bible, qu'elle soit catholique ou protestante, c'est le plus beau livre que je connaisse. Je pense que fondamentalement, mon éducation religieuse me permet quand même d'avoir un regard sur le monde, même si je ne... comment vous expliquer? C'est peut-être compliqué à comprendre ça, mais je trouve que ce que ça véhicule, les paraboles ou les machins comme ça, je trouve ça magnifique. Les valeurs, donc, qui sont les valeurs qui sont véhiculées à l'intérieur de ça, je crois qu'en fait, c'est celles que je continue à véhiculer, mais en l'ayant repris complètement au compte des hommes, et pas comme quelque chose qui viendrait d'au-dessus, quelque chose qu'on devrait, comment dire... Qu'on aurait reçu. Ouais, non. Je me dis toujours que ce livre-là, qui a été écrit pour moi par des hommes, c'est ce que
peuvent être les hommes, c'est le maximum, c'est le meilleur de ce que peuvent être les hommes, quoi. Et je pense que les hommes peuvent être ça. Mais j'arrive pas à penser que ça vient d'au-dessus, quoi. J'arrive plus. Et alors, comment vous imaginez l'après? Et Que ben, va-t-il se justement, passer après votre mort? ben, c'est ça qui me terrifie. Moi, je pense qu'il ne se passera rien. Et ça me fait très peur. Mais maintenant, en ayant perdu mon père, je me suis rendu compte que l'après, en fait, ça existe. Ça existe dans mon souvenir. Mon père est en moi. Ce que je suis, c'est la moitié de mon père. Je lui ressemble. Je dois avoir des gestes qui sont à lui. Donc, mon père continue à vivre en moi, comme je pense que je continuerai à vivre à moitié dans mes enfants. Et c'est comme ça que je resterai. Mais sinon, pour moi, après la mort, il n'y a plus rien. Donc, vous n'avez pas d'espérance? Ben, mon espérance, elle est dans la vie. Effectivement, elle n'est pas dans la mort. Et c'est pas toujours simple, en fait, à vivre tous les jours. Mais elle n'est pas dans une autre vie. Non, je crois que... Non, c'est pour ça que souvent, je dis, je n'ai qu'une vie. Et que pour moi, ça va s'arrêter le jour où je mourrai. Maintenant, si j'ai une surprise le jour où je suis morte, je serais contente, hein. Vous voyez ce que je veux Bien, dire? vous prenez vos précautions. Non, mais si j'en ai une de surprise, moi j'adore ça, les surprises. Si j'ai une surprise, ben voilà, je serai la première à dire, ok, je me suis plantée, excusez-moi. Et alors, admettons que vous soyez planté, comme Ouais. vous dites, et que Dieu vous accueille les bras ouverts, Ouais. vous allez lui dire quoi? Ben, qu'il a un mauvais système de communication. Il faut revoir la com. Il faut revoir la communication. Ça va pas. Ça va pas parce que ou on l'entend plus, ou on l'entend mal, Ou on ne l'écoute pas. ou on ne l'écoute pas. Mais oui, mais quand on n'écoute pas, c'est comme avec les enfants. Quand les enfants n'écoutent pas, c'est que quelque part, on s'exprime mal. Ou peut-être que ces relais sont pas complètement au point. Attention, il y a des gens, je n'ai aucun, moi, je n'ai aucun anticléricalisme, hein. Et il y a des gens qui sont des croyants, pour qui j'ai un respect absolument total. Et j'admire, d'ailleurs, je les admire. Comme qui, par exemple? Des figures qu'on pourrait connaître Vous savez, alors moi, c'est toujours mon problème avec les noms, c'est une catastrophe, moi. Mais la nièce du général de Gaulle, par exemple. Ah oui, alors oui, je ne vais pas retrouver son Voyez, nom non plus, mais qui je vois très bien qui c'est, s'appelait qui a Geneviève. été en camp de concentration. Voilà. Oui, oui, oui. Eh bien, cette personne-là, Mm. j'ai une admiration sans borne pour elle. Si tout le monde était comme elle, alors là, moi, je veux bien toutes les religions du monde. Parce qu'en même temps, je pense que c'est... Enfin, mais je ne dis pas ça pour les gens qui sont croyants, je dis ça pour tout le monde. Enfin, quand on croit en quelque chose, il faut se battre pour ce en quoi on croit. Mais vraiment, il faut se battre, pas simplement en allant, que ce soit au temple, à la mosquée ou à l'église une fois par semaine, des choses comme ça. Non, c'est au jour le jour, c'est toutes les minutes. Et bon, il y a des gens aussi qui ne sont pas croyants, qui sont athées, qui se battent aussi, peut-être des fois pour exactement les mêmes valeurs. Mm. Et c'est ça. Alors, quand il y a des rencontres comme ça, là, c'est absolument magique, quoi. Mais disons que l'institution, je n'ai pas été séduite par les institutions religieuses. Voilà, peut-être. C'est comme ça que j'ai pris de la distance. Chez elle, l'amitié n'est pas un vain mot. L'amitié va plus loin que l'amitié. Elle aime donner, mais elle sait aussi recevoir. Et son entourage évoque son besoin de partage, ainsi que sa qualité d'écoute, sa capacité à passer sous silence ses propres problèmes pour mieux s'occuper de ceux des autres. C'est un peu la définition de l'ami idéal là, que je suis en train de donner. C'est un mix de ce que j'ai pu entendre sur vous. Voilà. Bah, écoutez, je ne sais pas quoi dire là, d'entendre ça. C'est vrai que les amis, c'est fondamental chez moi. J'ai la chance et l'honneur et d'avoir des vrais amis. Des gens que je peux appeler à n'importe quel moment et qui seront là. Donc il me semble normal qu'ils puissent m'appeler à n'importe quel moment et je serai là. C'est difficile l'amitié, ça s'entretient. Ça demande des efforts, ça demande de l'attention, de l'exigence. C'est pas être ami, c'est dire à celui ou celle avec qui on a ce lien-là, c'est parler vraiment, c'est être sincère, c'est être authentique.
Alors des fois, on prend un peu des risques, mais moi, je ne peux pas vivre seule. Enfin, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que j'aime partager. Alors ça, j'adore ça. Vous savez, vous avez je ne sais pas, par exemple, je vous donne, par exemple, le jour où j'ai reçu le César. Bien sûr, j'étais contente. Pour Marius et Jeannette. Pour Marius et Jeannette. Bien sûr, j'étais contente au moment où je le prends sur scène. Je suis très contente. Mais je suis 40 fois plus contente quand après, je retrouve mes amis et qu'on fête ça ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas de plaisir égoïste. Pour moi, ça me semble très petit, un plaisir tout seul. Je crois que j'ai toujours à apprendre des autres. Je crois que mes amis ont toujours des trucs à m'expliquer, à me montrer, et inversement. Voilà. C'est comme ça. Il y a une phrase de Francis Blanche que j'aimerais bien vous faire commenter qui dit « La véritable amitié, je crois, c'est être lucide quand il faut et aveugle quand elle doit. » C'est quelque chose, ami jusqu'à la mauvaise foi, c'est quelque chose que, oui, absolument. Que vous entérinez à fond. Ah oui, complètement. Complètement. C'est que même, enfin, je crois que si j'avais un ami ou une amie qui faisait un truc illégal, je crois que je lui casserais la gueule moi d'abord, ça c'est sûr, mais qu'après je ferais tout pour qu'il s'en sorte. Quitte à vous-même entrer dans l'illégalité ou... Hein? Oh. Peut-être bien. Faut pas trop vous chercher là-dessus. Peut-être bien, je sais pas, mais c'est vrai que je pense que que ça peut me faire plus de mal si on atteint mes amis que si on m'atteint moi. Parce que si on atteint mes amis, vraiment mes amis, ceux que je connais bien, je sais comment ça peut les atteindre quand on leur fait du mal. Et ça, je ne le supporte pas. Donc je vais peut-être plus me battre pour eux que quand ça m'atteint moi. Et la trahison, alors ça c'est terrible. Vous l'avez déjà connue en amitié? Une fois. Et vous pardonnez? Non. Je n'y arrive pas. Non. Ce serait un beau cadeau à faire quand même. Oui, mais non. Je suis tout à fait sincère. Hein. Non. Peut-être qu'avec le temps, j'y arriverai. Je comprends. Par contre, j'ai compris pourquoi. Mais disons que je ne suis pas une assez grande âme pour arriver à pardonner. Alors, c'est complètement contradictoire avec ce que peut dire de vous quelqu'un qu'on a déjà évoqué, notamment Marcel Bluval, qui était votre professeur au conservatoire et qui est resté un ami, qui parle de vous comme quelqu'un ayant une intériorité très très forte. Et on pourrait penser que cette intériorité forte, qui je trouve, moi, de manière extérieure, se ressent déjà quand même dans ce qu'on vous voit faire. C'est bien, parce que déjà, vous collez à votre image. La personne que vous êtes colle à l'image publique. C'est quand même pas toujours le cas. Mais on pourrait penser que cette intériorité forte vous aide, justement, à pardonner à cet ami. Quand je parle de trahison, c'est vraiment... C'était vraiment méchant. C'était vraiment... Et d'ailleurs, je dois vous dire que cette trahison ne me touche pas moi. Elle touche quelqu'un qui m'est très, très proche. Avec qui la personne qui a trahi cette personne qui m'était très, très proche, j'étais amie aussi. Et c'est pour ça que je ne te pardonne pas. Mais c'est ce que vous nous disiez. Quand on touche à vos amis, c'est encore plus fort que quand Voilà, je ne peux pas. Que quand on touche à vous. Mais sinon, je comprends énormément. Je crois que je comprends énormément de choses, mais parce que je pense que il faut comprendre. Il faut toujours essayer de comprendre. Toujours. Toujours se dire qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'aurais fait si je m'étais retrouvée dans la même situation. C'est fondamental. Il faut toujours essayer de regarder l'autre et de se demander comment il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, qu'est-ce que ça veut dire. Il ne faut pas avoir des idées préconçues sur les autres. Il faut les prendre comme ils sont. Et si on décide de les aimer, on les aime comme ils sont. Ou alors on ne les aime pas. On a tout à fait le droit de ne pas les aimer. Mais si on les aime, on les prend comme ils sont. Vous avez des amis qui datent de longue date, vous avez encore des amis de lycée, etc. Et vous êtes arrivé dans un milieu qui est beaucoup plus, malgré tout, superficiel, comme une certaine superficialité. Vous arrivez à faire le tri quand même entre les gens qui vous veulent vraiment, vous, pour Ariane, et ceux qui veulent plutôt Ascaride, l'actrice. Vous arrivez tout de suite. Ah oui, parce qu'en fait, effectivement, le fait d'avoir des amis depuis très longtemps, je m'appuie sur eux et ça m'a énormément protégée, si vous voulez.
Je sais très bien quand on me sourit, pourquoi Par on me intérêt. sourit. Oui, je le sais. Vous savez, les gens sont bizarres, ils croient toujours arriver à cacher. S'ils sont en face de quelqu'un qui a un peu l'habitude de regarder, et moi je fais un métier où on est obligé de toujours regarder. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui est tourné particulièrement sur moi, ça se voit très vite. Hein. On ne peut pas tricher. Et vous avez une devise, une phrase ou un mot qui vous... Voilà. Ouais. Ensemble. Qui vous... C'est le mot que je préfère de la langue française. Voilà, parce qu'ensemble, on peut faire plein de choses. On fait beaucoup plus de choses ensemble que tout seul. Parce qu'effectivement, ensemble, quand on joue une pièce de théâtre, si on la joue tous ensemble, on va plus s'écouter les uns les autres, et du coup, ça va être plus fort, ça va être mieux, et les gens qui seront dans la salle, ils seront encore plus contents. On leur donnera quelque chose d'encore plus fort. Quand on fait un film, c'est mieux de jouer ensemble, parce que du coup, si on s'écoute énormément, on va faire des trucs auxquels on n'avait pas pensé quand on a commencé à travailler sur son rôle. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui est dans l'échange. C'est comme ça. Et même dans la vie de tous les jours, il serait bon de temps en temps de se dire qu'on est beaucoup plus fort à plusieurs que tout seul. Femme, elle l'est par nature. Féministe, elle l'est devenue par révolte. Il faut dire que maman Ascaride était une militante de la première heure qui a fait toutes les grèves de 36, milité pour le droit de vote, soutenue par un mari résistant en 39-45. Alors autant dire que la révolte et l'engagement sont dans les gènes de la famille. Bien présenté comme ça, Ariane Ascaride. Oui, c'est assez vrai. Oui. Alors vous militez pour beaucoup de choses, mais entre autres les femmes. On n'en finit pas de militer pour les femmes. Je crois que malheureusement, on n'en finit pas. J'aimerais bien ne pas militer pour les femmes. Enfin, c'est-à-dire que je ne fais partie d'aucune organisation véritablement féministe. Hein, ça, c'est pas ça. Mais c'est vrai que j'aime bien parler de ça, de la cause des femmes, parce que c'est toujours pas réglé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'une femme aujourd'hui? Allons dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'une femme aujourd'hui? La plupart du temps, c'est une fille qui a un boulot, souvent, hein, qui gagne 30% de moins à qualification égale que son homologue masculin. C'est quand même énorme, 30% de moins. D'accord? Souvent, ce sont des étudiantes très brillantes. C'est vraiment des filles qui s'investissent énormément dans leur travail. Alors après, elles deviennent des mères. Donc, c'est vrai que les hommes ont fait des progrès, qui sont plus partageurs. Mais enfin, quand même si moi, par exemple, j'ai eu un mari absolument formidable, il y a quand même toujours des choses qui sont vraiment dévolues aux femmes. C'est-à-dire s'occuper des vacances, entre autres. Après, quand les enfants sont un peu plus grands, les faire partir en voyage linguistique ou trouver une colonie de vacances. Ou enfin, quand même, vérifier si les trucs roulent à l'école. Enfin, je veux dire, il y a quand même des tas de choses, même si nos maris vont chercher nos enfants à l'école ou à la crèche ou je ne sais où. Il y a encore beaucoup de choses, on s'en charge. Alors, qu'on le veuille ou non, une fille qui travaille, elle ne termine pas sa journée à 6 heures si son boulot finit à 6 heures. C'est pas vrai. Donc voilà. Et après, il y a autre chose, maintenant qui me met vraiment très en colère, c'est que je trouve que plus ça va, soi-disant, nous sommes dans une société de plus en plus évoluée, et je trouve qu'il y a de plus en plus d'instrumentalisation du corps de la femme. Exemple, je ne supporte plus les publicités sur les dessous, les bains-douches, les machins comme ça. Chaque fois, et quand je dis ça, je suis sympa parce que quand je parle de dessous, effectivement, il y a un corps souvent ou des machins comme ça. Mais des fois, c'est pour du chocolat ou n'importe quoi. Il y a une fille à poil, quoi. C'est pas possible. Je vous assure que sincèrement, je ne le supporte plus. C'est une instrumentalisation de ce corps. Et en plus, je trouve que c'est très grave. Parce que moi qui ai des jeunes filles, mes 2 filles sont des jeunes filles, ce qu'on appelle des jeunes filles, je pense que le rapport que les filles ont dans la rue maintenant, la manière dont elles peuvent se faire aborder, toujours les jeunes filles se sont fait aborder dans la rue, de tout temps ça a existé, mais la manière dont elles se font aborder maintenant n'a rien à voir avec la manière dont laquelle je me faisais aborder. Il n'y a plus de respect, c'est moins délicat. C'est extrêmement moins délicat, et c'est même par moments injurieux. Et que... Enfin, et même sans parler de mes enfants, quand des jeunes filles dans des cités disent qu'elles ne peuvent pas se mettre de jupe, parce que si elles se mettent une jupe, excusez-moi l'expression, ce sont des putes, ben moi, ça me met hors de moi, quoi. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de boulot pour les femmes. Ouais. Et encore, là, on parle d'une société telle que nous la connaissons
nous en France, mais vous vous intéressez beaucoup aux femmes d'Algérie, notamment, que vous avez pu rencontrer. Alors, Donc là, oui. c'est encore un autre débat. Alors ça, c'est un autre débat, parce qu'effectivement, le hasard de mon travail a fait que je suis allée en Algérie au printemps dernier, et que donc j'ai rencontré beaucoup de femmes algériennes pour lesquelles j'ai un respect absolument incroyable, parce que ce sont des femmes, des dames d'une dignité extraordinaire, et que quand même elles viennent de passer un certain nombre d'années assez épouvantables. Parce que la pression des terroristes sur le fait de mettre le voile, quand vous avez des jeunes filles qui, malgré tout, ont continué à sortir avec un blue jean, une chemise ou un t-shirt, c'est un véritable acte de courage que de faire ça. Et c'est toujours encore un acte de courage. Il faut savoir qu'en Algérie, c'est très difficile pour des filles d'aller boire un café à une terrasse de café. C'est même toujours pas vraiment possible. Elles ne peuvent pas aller manger dans un restaurant, rien qu'entre filles. Et en même temps, moi j'ai vu des femmes extraordinaires faire des trucs formidables, qu'il y a une espèce d'anachronisme, parce que c'est vrai que les filles, les étudiantes algériennes sont souvent les plus brillantes, qu'elles vont arriver à des postes, par exemple dans ce qui concerne la justice, à des postes comme pour devenir présidente de jury ou des choses comme ça dans des tribunaux, des présidentes de tribunal, pardon, et qu'il va y avoir un anachronisme, parce que ça ne va pas être si simple quand elles vont être présidentes de tribunal, qu'on accepte les jugements qu'elles donneront sur quelqu'un, sur un prévenu qui sera un homme. Donc vous voyez encore tout le boulot qu'il y a à faire. Et ne parlons pas des femmes afghanes qui, elles, pendant des années, n'ont pas eu le droit d'aller à l'école. Ne parlons pas des femmes saoudiennes qui n'ont pas le droit de conduire une voiture. Et que ce soit les saoudiennes, que ce soit les algériennes, elles ont des cartes d'identité en disant qu'il faut qu'elles soient la fille d'eux. Et elles n'ont des autorisations. Les saoudiennes ne peuvent sortir du territoire que s'il y a l'autorisation ou du père ou du mari pour sortir du territoire. Enfin, écoutez, à l'époque à laquelle on vit, moi, je comprends pas. Et vous éveillez vos deux filles, donc Valentine et Madeleine, vous les éveillez à ces problèmes-là? Oui, absolument. J'ai toujours. Vous arrivez à transmettre votre combat? Écoutez, je ne sais pas. Bon, mes filles me traitent tout le temps de vieille 68arde. Bon, d'accord, mais. Vous aviez quel âge? 14-15 ans, 68? Non, mais il faut bien que la provocation se fasse à un moment donné. Évidemment. Mais oui, je crois que... Et il y a un truc que je trouve absolument formidable, c'est que des choses où moi j'ai vu des femmes se battre, ou même moi-même je me suis retrouvée des fois dans des situations pour faire accepter ce que j'étais, pour mes filles, c'est normal. C'est-à-dire que ce n'est pas de la lutte, c'est normal, c'est acquis. Parce qu'elles sont nées après le débat. Et ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Mais je crois qu'en même temps, elles mesurent elles aussi que c'est pas si simple, qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Mais je crois que je ne suis pas un ennemi des hommes, hein. C'est pas ça. Oui, je crois qu'on l'a bien compris. Ce que je crois, c'est qu'il faut que chaque femme ait du respect pour elle-même. Et que quand on voit des femmes dans certains pays, comment elles se battent pour arriver à être acceptées, quand on est dans une démocratie comme la nôtre, il ne faut pas faire n'importe quoi. En tant que comédienne, elle fait partie de ce qu'on appelle les intermittentes du spectacle, une population qui préférerait travailler et offrir du bonheur aux spectateurs plutôt que de devoir défiler dans la rue et faire valoir leurs droits. Et même si aujourd'hui elle est une intermittente de luxe, cela n'a pas toujours été le cas, d'où son engagement dans ce combat. Ah oui, ça n'a pas du tout été le cas pendant longtemps. Et si le statut d'intermittent n'existait pas, je pense que je ne ferais plus du tout partie de ce métier et que je n'aurais jamais eu la chance que j'ai eue. J'aurais certainement jamais eu un César, je n'existerais plus, tout simplement. C'est ça que je voudrais bien expliquer aux gens qui nous regardent. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui vont au cinéma, qui voient des longs métrages, qui aiment beaucoup ces films. Souvent, pour faire un long métrage, on fait un court métrage. Or, il n'y a jamais d'argent pour faire un court métrage. Alors, la plupart du temps, les techniciens, les acteurs qui font ces courts-métrages, c'est parce qu'ils ont le statut d'intermittent, qui touchent les assédiques, qui peuvent faire ce court-métrage, c'est-à-dire donner la possibilité à un jeune réalisateur ou à une jeune réalisatrice de faire son travail. Et c'est parce qu'ils vont faire ce court-métrage, qui peut-être va être très bien, qu'il va y avoir des producteurs qui vont voir ce court-métrage, ce court-métrage va aller dans un festival de films de court-métrage, et que quelqu'un va s'arrêter dessus et va aller voir cette réalisatrice ou ce réalisateur en lui disant « Est-ce que vous avez une idée de long-métrage? Parce que nous, ça nous intéresse. »
Si le statut d'intermittent n'existe plus, en tout cas, s'il existe dans les conditions dans lesquelles il est maintenant en place, il n'y aura plus de court-métrage. S'il n'y a plus de court-métrage, il y aura beaucoup moins de long-métrage parce qu'il y aura beaucoup moins de jeunes réalisateurs et réalisatrices qui pourront faire leurs armes et qui pourront à ce moment-là après prendre en charge un long-métrage. S'il n'y a plus de statut d'intermittent comme il existait avant, ça veut dire que tous les enfants qui font du théâtre dans les lycées, dans les collèges, et qui ont des intervenants, qui sont des intermittents du spectacle, qui leur donnent la possibilité d'approcher des textes de théâtre, qui leur donnent la possibilité non pas de devenir obligatoirement des acteurs ou des actrices, mais des spectateurs, qui leur apprennent ce que ça peut être que de manier le langage, et qui après, ça vous aide, c'est quelque chose qui vous aide dans tout le reste de votre vie. Si ce statut-là disparaît, il n'y aura plus d'intervenants dans les écoles, et les enfants ne feront plus de théâtre. Alors à ce moment-là, ça sera terrible. Et s'il n'y a plus la possibilité de pratiquer la culture, une société dans laquelle il y a une culture qui est moribonde, c'est une société moribonde. Et je vous assure que tous les gens qui se battent actuellement, tous ces gens qui ont fait la grève au Festival d'Avignon, qui peut-être... Dont vous étiez. Bien sûr, qui ont peut-être empêché des spectateurs de voir des spectacles. C'est terrible de prendre cette décision pour un intermittent, de ne pas jouer. C'est horrible pour un acteur de ne pas jouer, c'est horrible pour un technicien de ne pas éclairer ses acteurs, parce que souvent on a répété pendant un temps fou. C'est une décision terrible à prendre. Si on l'a fait, c'est parce qu'on est au bord du gouffre. Il y a, votre ami, qu'on a déjà cité moult fois, Marcel Bluval, dit que c'est un métier où on laisse des plumes, c'est s'engager soit en tant qu'outil et qu'un outil ça s'use, que c'est un métier où la sensibilité est exacerbée, et un métier qui génère des souffrances aussi. Et ça, c'est quelque chose que d'extérieur, on ne voit pas, parce que le comédien, il ne nous offre pas toutes les souffrances qui ont précédé. Mais non, il nous offre le résultat final. Il vous montre le résultat de tout ça. Que ce soit un comédien, que ce soit un danseur, que ce soit un musicien, c'est des semaines de travail. Il faut arrêter de croire que les gens qui font ces métiers-là ne travaillent pas. C'est minimum 8 heures de travail par jour. C'est plus facile si je donne l'exemple d'un musicien, parce qu'on sait très bien qu'un pianiste, il est obligé de faire des gammes pendant des heures, il est obligé de... Mais un comédien, c'est pareil, il fait des gammes. Un danseur, il faut qu'il fasse de la barre. Il faut que ça travaille tout le temps. Mais est-ce que certaines émissions de télé-réalité ne poussent pas les gens à penser que c'est un métier un peu facile et à décrédibiliser justement un peu ces métiers qui demandent finalement des années? Alors moi, là-dessus, si vous me donnez l'autorisation de parler de ça, là, je vais pousser je pousse un cri de guerre. Parce que, alors pour le nommer, quelque chose comme Star Academy ou à la recherche d'une nouvelle star, enfin j'en sais rien comment ça s'appelle ça, c'est monstrueux. Mais c'est monstrueux pour tout le monde. C'est monstrueux pour ceux qui regardent et c'est monstrueux pour ceux qui le vivent. Parce que faire croire à des jeunes gens qu'en 3 mois, ils vont devenir des chanteurs et qu'ils vont faire une grande carrière, c'est prendre vraiment les gens pour des imbéciles. Alors effectivement, ils prennent des cours pendant 3 mois, mais 3 mois, ça ne suffit pas. Et après, faire en sorte qu'on demande à des spectateurs d'éliminer des gens, non pas sur leur talent, mais parce que finalement, au fond, c'est aussi sur la gueule qu'ils ont qu'on les élimine. D'accord ? Complètement. Donc, et après, et que ces jeunes gens-là s'éliminent entre eux, mais c'est les jeux du cirque, ça. On fait appel à la part la plus obscure de ce qu'on a en nous, de l'humain. C'est immonde de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Qui c'est qui décide de faire croire qu'un artiste, c'est ça ? Moi, j'en appelle vraiment à la responsabilité des gens qui mettent en place ces émissions-là. Et moi, je demande à tout le monde d'éteindre sa télévision quand il y a ces émissions-là. Vous oubliez un facteur qui est l'argent, quand même. Mais évidemment, c'est l'argent. Mais bon, alors on fait quoi? Et après, on fait tous les samedis soirs une espèce de show monstrueux où on cadre exactement au moment où le jeune ou la jeune fille ou le jeune homme va pleurer parce que soi-disant, c'est de l'émotion. Mais c'est du pipeau, ça. Hein. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que les choses se passent. Et est-ce qu'on parle de ceux qui ont été éliminés? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux qui ont été éliminés? Ah oui, ils vont faire une tournée pendant 1 an avec leurs chansons à la noix. Mais après... Ils remplissent les cabinets de psy, non? S'ils ne font que ça, bon, ça fera des sous pour les psys, mais ça peut être beaucoup plus grave. Ça peut être beaucoup plus grave. Parce que c'est vous monter en épingle d'un coup, c'est les presser comme des citrons et on les jette. On n'a pas le droit de faire ça, à personne.
Et c'est pas comme ça que ça se fait, ce métier-là. Ce métier-là, ça demande des années, et des années, et des années. Et même par respect pour des jeunes gens qui passent des concours, qui rentrent au Conservatoire de Paris, ou qui rentrent à l'École nationale de Strasbourg, ou qui rentrent au Conservatoire de musique, ou qui vont dans les conservatoires de danse, ou qui font, comme les petites filles, qui font les petits rats de l'opéra, qui sont à l'école de danse à Nanterre depuis l'âge de 8 ans. On n'a pas le droit de faire ça. C'est monstrueux. C'est un irrespect total. Dernière question, si vos filles voulaient se lancer comme intermittentes du spectacle, quel que soit le métier, vous les encourageriez ou pas? Je ne les empêcherai pas de le faire. Je leur dirai juste qu'il faut... C'est des métiers où il faut avoir l'endurance du coureur de fond. Il faut être sportif. Mais je vous assure, c'est vrai. Et vraiment, même physiquement, il faut être sportif. Et puis parce qu'il faut dire que c'est un métier qui est par moments très solitaire et très cruel. Il faut le savoir. Mais enfin, quand on voit Star Academy, on peut avoir la cruauté. Si on arrive à avoir une autre lecture que celle qu'on veut bien vous montrer, on voit que c'est extrêmement cruel. Donc, je leur dirai ça. Mais surtout, si elles veulent faire ce métier-là, et s'il y a des jeunes gens qui nous regardent qui veulent faire ce métier-là, qui ne m'écoutent pas, qui pensent qu'ils sont vraiment, eux, fondamentalement géniaux et qu'ils le fassent. Elle aime les notions de mémoire, de devoir de mémoire, de souvenir, ceux de son père, un papa écrivain, un papa conteur qui entretenait la mémoire du quartier aussi par ses récits. Aujourd'hui, elle et son frère, Pierre, directeur du théâtre de Malakoff, ont pris le relais en créant Inutile de tuer son père, le monde s'en charge, un spectacle qui parle justement de la mémoire. Vous nous racontez justement un peu comment est né ce spectacle? En fait, au départ, c'est mon frère Pierre qui a voulu faire ce spectacle. Et quand il m'a dit qu'il allait faire un spectacle à partir de textes que mon père avait écrits, parce que mon père avait des grands blocs sur lesquels il écrivait tous ses souvenirs d'enfance, son quartier, ce quartier qui n'existe plus à Marseille, qui a été détruit par les Allemands et les collaborateurs en 1943, parce que soi-disant c'était un bastion de la résistance. C'était surtout une grande opération immobilière, de spéculation immobilière. Qui s'appelait comment le quartier? Alors, ça n'avait pas vraiment un nom précis. C'est ce qu'on peut appeler le quartier Saint-Jean. C'était un quartier qui était en dessous du panier, et ça finissait sur le Vieux-Port. Et donc, quand Pierre m'a dit qu'il voulait faire ça, et qu'en même temps, il avait écrit des textes par rapport à ce qu'il avait vécu, lui, en tant que fils aîné avec mon père, ben, je lui ai dit, écoute, je vais t'aider. Parce que, avec beaucoup d'orgueil, je ne voyais pas qui d'autre pouvait l'aider pour parler de ce personnage un peu haut en couleur, qui était mon père. Et effectivement, donc, ça raconte chez nous, notre maison, mon père chantant à 7h moins le quart, tous les samedis matins, nous réveillant avec des airs d'opéra, étant un bricoleur invétéré, mais nul, absolument nul. Mon père, il avait toujours une idée, enfin, il avait une idée toutes les demi-heures. Un coup, il inventait du shampoing, un coup, il baissait les plafonds, un coup... pour vous donner un exemple, je vous assure que c'est vrai, un jour, on a fait cadeau à ma mère pour la fête des mères d'un mixeur robot Marie, vous voyez, les machins comme ça. Mon père l'a transformé en ponceuse. Oui, voilà. Pour moi, c'est ce qui peut être le plus éclairant par rapport au rapport que mon père avait aux objets et aux choses. Ça prenait tout à fait une autre signification. Et donc, eh ben, oui, on a fait... Enfin, j'ai mis mon frère en scène à partir de ce collage de textes. Et c'est assez marrant parce que, finalement, d'une histoire très particulière, qui était cette histoire dans cette maison avec mon frère et mon père, et ben, le spectacle se passe très très bien, les gens sont très heureux et je crois que, bon, pour moi c'est le plus beau compliment, c'est que souvent les gens nous disent, ben, ça m'a fait penser à ma famille, ça m'a fait penser à mon père et des fois ça fait penser à sa mère d'ailleurs, c'est assez rigolo. Et voilà, et c'est vrai que la mémoire est une chose très importante pour moi. Alors justement, pour sortir un petit peu de cette actualité-là, vous en avez une autre. À l'heure où nous enregistrons cette émission, ce n'est pas encore fait. À l'heure où elle sera diffusée, ce sera passé. Vous partez samedi à Marseille, vous retournez chez vous pour soutenir Amnésie Internationale. Alors, je vous explique. C'est un événement que je trouve assez beau. Ce sont des gens de la communauté arménienne de Marseille qui ont mis ça en place. Ça s'appelle Amnésie Internationale. Et c'est quelque chose qui a à voir avec tous les génocides. C'est-à-dire que ce soit le génocide arménien, que ce soit le génocide juif, que ce soit le génocide du Rwanda ou que ce soit les génocides aussi au Cambodge. C'est
se rappeler, ne pas oublier. C'est-à-dire que moi, je pense, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que si on reste dans le souvenir des autres, on ne meurt pas. Et la mémoire, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier tous ceux qui ont fait des choses, tous ceux qui ont souffert. Il faut continuer à les faire vivre en se rappelant. Et je trouve que cet événement est un très bel événement parce que, par exemple, les Arméniens se battent beaucoup pour que la Turquie reconnaisse le génocide. Et pour l'instant, ça coince toujours. Mais il me semble que même pour les Turcs, le jour où ils reconnaîtront leur génocide, ça ira mieux. Ça ira mieux pour les descendants de ces gens-là qui ont fait ça. Comme pour les Allemands, je crois que beaucoup de générations d'Allemands ont beaucoup souffert après la guerre. Ceux qui venaient après, pour arriver à accepter ce qui s'était passé par rapport aux Juifs. Mais à partir du moment où on l'accepte, je pense que c'est beaucoup plus facile. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, ce que je trouve tout à fait, et ce que je trouve assez paradoxal aussi, c'est que, alors, Robert Guédiguian, votre mari, c'est un nom arménien, vous, Oui. Ascaride, c'est un nom italien, et en même temps, vous êtes donc issu de familles forcément d'immigrés, mais en même temps, il y a une volonté des immigrés à ne pas raconter leur histoire aux enfants pour justement s'intégrer. Et finalement, vous participez, enfin vous, façon de parler, vous participez vous-même au propre oubli de votre histoire et de mais la mémoire. c'est pour ça qu'il faut se battre. Et je crois qu'il faut dire à tous les enfants d'immigrés de dire à leurs parents, de raconter avant, de raconter comment c'était. Si par exemple ce sont des gens qui sont arrivés depuis pas très longtemps, parce que qu'ils le racontent ou qu'ils ne le racontent pas, quand ils le racontent, par exemple, ils vont mettre en place, enfin même à l'intérieur. Alors des fois c'est un petit peu compliqué parce qu'à l'intérieur de la société française, des fois ça colle pas parce que les valeurs sont pas obligatoirement les mêmes. Quand ils ne le racontent pas parce qu'ils veulent absolument s'intégrer, quand même il y a des pratiques, même si elles ne sont pas dénoncées, comme des pratiques de valeurs culturelles d'un autre pays, qui sont là. Je vous donne un exemple. Ma mère est française. Ma mère a appris à faire la cuisine italienne. C'est-à-dire que mon père a toujours voulu qu'on soit intégré. Mon père ne voulait pas qu'on parle italien, mais n'empêche qu'on mangeait italien. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est dommage qu'il nous ait pas, qu'il a fallu qu'on attende la fin de sa vie pour qu'il raconte des choses comme ça, ou qu'il l'écrive sans nous le dire avant. Mais moi, je crois que tous les gens qui ont des origines étrangères, je dirais entre guillemets, il faut qu'ils parlent à leurs enfants. C'est pas parce que leurs enfants connaîtront ces histoires-là qu'ils ne s'intégreront pas. Et je crois que c'est bien le mélange. Moi, je viens d'une ville qui n'est que du mélange. Et ça, c'est formidable parce que ça donne plein de choses. On apprend 3 fois plus. Je voudrais vous remercier beaucoup, Ariane Ascaride, pour cette petite heure qu'on a passée en votre compagnie. C'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait très plaisir parce que moi, j'ai eu le temps de parler. Alors, je rappelle quand même que le spectacle que vous faites avec votre frère au Théâtre de Malakoff, c'est jusqu'au 30 avril. Voilà. Pour les téléspectateurs qui voudraient en savoir un peu plus sur la famille Ascaride. Courez-y vite, inutile de tuer son père, le monde s'en charge. Et puis, on vous souhaite un bon rassemblement à Marseille samedi. Oui, merci. On vous souhaite quoi d'autre, pour plus généralement? Et ben d'avoir la santé parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Eh ben, je vous souhaite la santé à vous, à votre mari et à vos 2 filles. Merci infiniment. Merci Ariane, au revoir.